Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle émission de rencontre dédiée spécialement à l'Afrique. Lors des 50 dernières années, les relations sino-africaines ont connu un développement très riche. Et notre équipe est allée à la rencontre de nombreux témoins de ce développement. Aujourd'hui, nous vous parlerons du passé des relations sino-africaines, mais aussi du présent et des perspectives d'avenir. L'Égypte et la Chine ont établi leurs relations diplomatiques en 1956. L'Égypte est ainsi devenue le premier pays du continent africain à officialiser ses relations avec Beijing. Avec cette décision, un nouveau niveau des liens sino-africains a été franchi. Depuis, la Chine a également cherché à approfondir ses connaissances envers l'Afrique. 中国研究非洲的重要机构是社会科学院的西亚非洲所。那么这个研究所是在毛主席的亲自倡议下成立的当时在60年代初期的时候，毛主席就讲，这些年来我们接待的非洲客人越来越多，但是对非洲我们并不了解我们要有一个研究机构。开始的时候呢，可以请些非洲的朋友来帮助我们先出一些百科全书性的这种这个材料然后再逐渐的加深对非洲的研究。所以在毛主席的这种非常具体的指导之下社会科学院成立了这个西亚非洲所。Le 25 octobre 1971, le 26e sommet de l'Organisation des Nations Unies a rétabli le droit de siège de la République populaire de Chine. Il aura fallu 22 ans à la Chine nouvelle pour retrouver son siège au sein de l'institution. Pendant ces 22 années, un vent d'indépendance s'est levé et un grand nombre de pays asiatiques et africains ont obtenu un siège à l'ONU. Les pays amis africains ont à leur tour plaidé pour la cause de la Chine auprès du Conseil de l'ONU. L'Algérie en particulier fait partie des 23 pays africains à avoir appuyé la candidature de la Chine. La Chine a établi sa relation diplomatique avec l'Algérie le 20 décembre 1958, c'est-à-dire bien avant l'indépendance officielle de l'Algérie. Et en 1971, l'Algérie avait joué un rôle clé, prépondérant et très important dans le processus qui a permis à la Chine de récupérer son siège aux Nations Unies. Yes, Zambia. Yes. Yes. Afghanistan. Yes. Yes, Albania. Yes. Yes, Algeria. Yes. Il y avait au total 76 voix pour. Parmi ces 76 voix, il y a 26 sont africaines. C'est pourquoi le président Mao a dit c'est les pays africains, c'est nous amis africains qui nous ont portés dans l'Organisation des Nations Unies. Au moment de l'adoption de ces résolutions, les représentants africains étaient très très joyeux, très contents. De sorte qu'il y a un jeune diplomate a commencé à danser dans le hall de l'Assemblée générale. Ce monsieur s'appelle Salim Salim, qui était plus tard secrétaire général de l'Organisation de l'Union africaine. C'est un grand ami de la Chine. Mais il était très jeune. Parce que les Africains considèrent cette victoire, ce n'est pas seulement une victoire pour le peuple chinois, c'est également une victoire pour tous les peuples du monde aspirant de paix et de justice. Le retour de la Chine aux Nations Unies a nécessité une lutte diplomatique dure et de longue haleine. Les pays africains n'ont jamais hésité à accorder leur soutien à la Chine. Et on peut dire qu'il n'y aurait pas eu la résolution 2758 de l'Assemblée générale de l'ONU sans les soutiens et assistance des amis africains. En effet, depuis les années 50 du siècle dernier, beaucoup de pays en voie de développement, dont des pays africains, ont posé à plusieurs reprises le problème de la restitution de la Chine à son siège légal aux Nations Unies. Mais
leurs propositions étaient toujours bloquées par les pays occidentaux, surtout les États-Unis. En 1971, à la 26e Assemblée générale des Nations Unies, 23 pays en voie de développement, y compris 11 pays africains, ont remis encore une fois, et faisant fi de la pression des pays occidentaux, un projet de résolution destiné à restituer la Chine à son siège légal aux Nations Unies. Cette fois-ci, ce projet a été adopté avec une écrasante majorité de voix pour. C'est en 1956 que la Chine a commencé à mettre en place des projets d'aide humanitaire pour l'Afrique. Puis, en 1963, le pays a envoyé sa première équipe médicale en Afrique du Nord, plus précisément en Algérie. La première mission médicale jamais envoyée par la Chine à l'étranger a été envoyée en Algérie. Depuis, nous avons enregistré quelques 2500 médecins et spécialistes qui se sont rendus en Algérie pour apporter leur contribution et leur savoir-faire dans toutes les disciplines médicales. La Chine a donné une aide très substantielle et très importante à la République de Djibouti. Cette aide se chiffre à plus de 60 millions d'RMB. C'était une aide multiforme qui apportait des nourritures et des vivres, mais également aussi des camions-citernes et d'autres équipements pour pouvoir lutter, par exemple, contre les effets de la sécheresse et pour tout ce qui concerne l'alimentation en eau potable et j'en passe. Je pense que la Chine a été le premier pays, et sinon qui a apporté une aide aussi importante à la République de Djibouti et d'assister le gouvernement djiboutien à pouvoir à soulager les souffrances de nos populations, surtout au milieu rural, qui souffraient des effets néfastes de la sécheresse. La construction du chemin de fer entre la Tanzanie et la Zambie, l'un des plus importants projets d'aide de la Chine, a débuté en 1970. Cette ligne ferroviaire qui relie les deux pays est devenue un important élément pour le développement économique et les transports de marchandises des deux pays. Cette route est surnommée par les populations « Route de la Liberté » ou encore « Modèle de coopération entre Sud-Sud ». Le chemin de fer qui lie la Tanzanie et la Zambie. Ce chemin de fer a une longueur de 1860 km. Les travaux ont été exécutés dans le plein forêt, dans la forêt vierge, au cours de laquelle les travailleurs chinois et africains travaillaient côte à côte. Ces travaux ont été durés 6 ans, au cours desquels 64 experts chinois qui ont sacrifié, qui ont donné leur vie, qui se reposent éternellement sur cette terre loin de leur patrie. Le président Mao Zedong a une phrase très célèbre. Je cite. Il n'existe au monde ni amour sans cause, ni haine sans raison. La réciprocité des compréhensions, des soutenus est nécessaire pour une vraie amitié. Le peuple africain et le peuple chinois ont connu dans le passé les mêmes souffrances, les souffrances d'oppression, d'exploitation, de vexation, de mainmise, du colonialisme dans le passé. Alors le peuple chinois, la Chine, une fois indépendante, le peuple chinois, une fois libéré, ont le devoir, étaient les pays
qui sont en lutte pour acquérir leur indépendance, pour développer, pour sauvegarder leur souveraineté. Les pays africains sont l'ami de la Chine. La Chine doit aider nos amis. A fortiori, les pays africains nous ont beaucoup aidés, surtout sur des problèmes concernant les intérêts cruciaux et fondamentaux de la Chine. Aider l'Afrique est dans l'intérêt du développement de la Chine. Nous avons besoin de l'Afrique sur les plans de marché et de ressources. Aider l'Afrique nous acquiert l'amitié et la confiance des pays africains et procure à nos entreprises des chances d'investissement et de coopération en Afrique. Aider l'Afrique est la responsabilité de la Chine en tant que membre important de la communauté internationale. Maintenant, le développement de l'Afrique constitue un thème chaud du monde et conditionne la prospérité commune de l'humanité. La Chine doit y apporter sa contribution. Dans les années 80, les relations entre la Chine et l'Afrique ont traversé de rudes épreuves sur le plan international. Au moment où la Chine s'ouvrait au monde et qu'elle rencontrait d'importants défis économiques, l'Afrique, elle-même, se préparait à faire des réformes. Les années 80 étaient caractérisées par un élargissement des relations économiques et commerciales entre la Chine et les pays africains. À cette époque-là, la Chine a commencé la réforme économique et l'ouverture vers l'extérieur. Et les pays africains ont mis l'accent sur le développement économique en pratiquant aussi la réforme présumée de la restructuration économique sous l'égide du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Dans ce contexte, la coopération économique entre la Chine et les pays africains ne se limitait plus à l'aide officielle au développement, mais à explorer d'autres formes de coopération, telles que la construction des travaux à forfait, le commerce, etc. C'est pourquoi la Chine a avancé dans les années 80 4 principes régissant la coopération économique et technique entre la Chine et les pays africains, à savoir les qualités et avantages mutuels, le pragmatisme, la diversité de formes et le développement partagé. En 1996, la Chine a proposé l'établissement de relations stables et à long terme en 5 points. Amitié sincère, pied d'égalité, coopération mutuelle, développement réciproque, orientation vers l'avenir. C'est ainsi que les relations sino-africaines ont commencé un nouveau chapitre. Alors, les années 90 étaient marquées par un développement stratégique des relations sino-africaines. Au début de cette décennie, les relations sino-africaines étaient affectées par le changement de la conjoncture internationale et africaine. Sur le plan mondial, il y avait la mutation en Europe de l'Est. Il y avait la dislocation de l'Union soviétique. Et en Afrique, il y avait la marée du multipartisme et de la démocratisation imposée par les pays européens, les pays occidentaux. La paix et la stabilité du continent ont été mises en cause. En même temps, les autorités de Taïwan appliquaient une prétendue diplomatie de l'argent. Les relations sino-africaines ont connu une traversée du désert. Plusieurs pays africains ont noué des soi-disant relations diplomatiques avec Taïwan. En 1996, le président Jiang Zemin a effectué une visite officielle en Afrique, lors de laquelle il a fait une déclaration politique envers l'Afrique qui résidait dans la promotion des relations sino-africaines
stable, durable et marquée par une coopération tous azimuts dans la perspective du XXIe siècle. Depuis quoi les relations sino-africaines étaient relancées et a connu de nouveaux développements. L'entrée dans le XXIe siècle a amélioré la connaissance mutuelle entre la Chine et l'Afrique. En octobre 2000, les deux parties ont organisé conjointement le premier forum de coopération Chine-Afrique de niveau ministériel à Beijing. Ce que personne ne pouvait prévoir est que la première édition du forum de coopération de 2000 aurait moins de poids pour les relations entre les deux parties que l'édition de l'événement 12 ans après. 中国呢倡议举办了中非合作论坛。当时呢，实际上我们最开始的设想呢就是举行这么一个会议，但是中国提出这个倡议之后呢，立刻得到非洲国家的积极响应。那么埃塞俄比亚的外交部长呢，当时他在出席会议的时候就提出来，这种做法应该机制化，就是今后每隔3年举行一次这类的会议。2003年年底的时候，当时温家宝总理来到埃塞俄比亚。 对埃塞俄比亚进行了国事访问，同时出席了中非合作论坛第2次部长级会议的开幕式。那么在那之后呢，因为埃塞俄比亚主办了第2次部长级会，那么就继续作为中非合作论坛的共同主席国，同中方在筹办2006年的峰会过程当中呢进行密切的合作。 En 2006, le gouvernement chinois a publié un document concernant la politique de la Chine envers l'Afrique pour promouvoir l'établissement et le développement de la confiance mutuelle en politique et dans d'autres domaines. Le document concerne également la coopération économique réciproquement bénéfique, les accords d'échange culturel. Il donne forme à la nouvelle collaboration stratégique entre la Chine et l'Afrique. Le document a surtout provoqué une réaction plus que positive de la part des pays africains. Avec les visites officielles régulières du président chinois Hu Jintao et du premier ministre chinois Wen Jiabao, les liens sino-africains sont entrés dans une nouvelle phase de développement. De plus, le mécanisme du forum de coopération entre la Chine et l'Afrique n'a cessé de s'améliorer et de s'enrichir. À chaque conférence ministérielle, le gouvernement chinois avance toujours des mesures pour promouvoir la coopération pragmatique entre la Chine et l'Afrique. Par exemple, à la première conférence ministérielle, le gouvernement chinois a pris une mesure de l'exonération des dettes des pays africains envers la Chine. À la deuxième conférence ministérielle, nous avons pris une mesure sur la franchise douanière pour les marchandises africaines exportées en Chine. À la troisième conférence ministérielle, en même temps, le sommet de Pékin, le président Hu Jintao a déclaré une mesure pour la promotion de la coopération pragmatique entre la Chine et l'Afrique, dont les principaux sont, par exemple, le redoublement de l'aide gouvernementale de la Chine aux pays africains, l'augmentation des investissements et la création d'un fonds de développement sino-africain dont le montant s'est élevé à $1 milliard et d'autres. À la quatrième conférence ministérielle qui s'est tenue en 2009, le Premier ministre Wen Jiabao a déclaré encore une mesure. Parmi ces mesures-là, nous avons mis l'accent sur, les projets pour les bien-être des peuples et sur les échanges culturels et entre peuples. Bien sûr, nous n'avons pas oublié le renforcement des investissements et l'allocation
des crédits à taux bonifié et nous avons créé aussi un crédit spécial pour le développement des petites et moyennes entreprises africaines. C'est avéré d'abord très profitable pour les pays africains. La Chine a débloqué des crédits très importants avec des avantages également très importants. Elle a apporté son savoir et son savoir-faire dans plusieurs domaines. Nous comptons un nombre très important de ressortissants africains, d'étudiants africains qui sont en formation ici en Chine. Les échanges entre la Chine et l'Afrique ont atteint l'année dernière plus de 150 milliards de dollars, c'est-à-dire un chiffre très important. Nous avons également enregistré une densification des échanges, non pas uniquement commerciaux, mais en termes de visites de très haut niveau entre la Chine et l'Afrique, qui ne seront que très profitables pour l'avenir de la relation bilatérale. Lors de la dernière réunion des hauts fonctionnaires du Forum Chine-Afrique, deux événements importants ont été enregistrés: l'admission du Sud-Soudan au Forum et l'admission de l'Union africaine au Forum. L'Union africaine, qui était simple observateur, est devenue membre. Cet élément aura également un impact très positif sur les travaux de ce forum et sur également l'élaboration, disons, des visions et des politiques à même de renforcer davantage la coopération entre la Chine et l'Afrique. Alors, pour le Bénin, nous avons bien entendu bénéficié d'un certain nombre de choses. C'est un hôpital de 150 lits dans le nord du Bénin. Il y a aussi le centre pilote agricole qui a été construit dans le sud du Bénin, à Sémé. Toutes ces réalisations sont des réalisations majeures pour nous dans le cadre de notre coopération sino-béninoise. Avec l'arrivée du XXIe siècle, l'Afrique est entrée dans une phase de développement rapide. Chaque pays du continent africain a cherché par tous les moyens à prendre le train de la mondialisation. Mais la marche pour attraper le niveau de développement des pays n'est pas simple et semée de défis. L'Afrique est confrontée à un défi. Ce défi qui est très important, c'est la lutte contre la pauvreté. Et aujourd'hui, pas mal de pays africains sont confrontés quand même à une sécheresse cyclique qui revient pratiquement tous les 3 ou 4 ans. Donc, nous voulons développer nos politiques en matière de sécurité alimentaire. Voilà des éléments que nous souhaitons inscrire dans cette coopération pour les 3 prochaines années, à part encore le développement de nos contacts en matière politique, en matière universitaire, mais également aussi associer la population, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de visites entre les sociétés civiles, la société civile chinoise et la société civile africaine. Il faut que les parlements africains et le Parlement chinois puissent, à ce qu'il y ait beaucoup plus d'échanges. Il faut que nous puissions encore accentuer les échanges en matière culturelle, scientifique, et je pense que tous ces éléments vont concourir encore davantage à donner beaucoup plus de visibilité, mais également aussi de lisibilité à cette coopération qui est très chère tant pour l'Afrique que pour la Chine. 非洲呢正在进入一个新的阶段，的确，现在非洲大陆的各个很多的地方呢，你都会看到经济发展呢出现了一个这个高速发展的这么一种势头，包括英国的这个 Economist 就经济学者这个杂志还有包括《金融时报》，他们也指出在过去的5年当中发展最快的10个国家当中呢，有半数以上是在非洲。那么在有些年份当中呢，非洲的经济增长率甚至于超过除了日本以外的亚洲的新兴国家。那么现在我们也越来越多的听到非洲国家在发现石油、发现其他的矿产资源，
他们在规划大的基础设施建设，包括港口、铁路、公路电站这个也有一些日本的这个媒体人，他们提出来，全球化呢有一个规律，就是全球化的最新的加入者要把这个全球化的进程呢引申到下一个地区。他们认为呢，全球化是从欧洲的西北角从荷兰、从英国开始，那么后来被带到了北美，那么从上个世纪呢，又由美国带到了亚洲。那么他们认为现在实际上是中国把全球化的进程带到非洲去的这么一个阶段。那么在这个过程当中非洲如果想更好的利用全球化的这种带来的机遇，那么就需要大力的发展基础设施创造必要的条件，当然也包括培训自己的人才进行能力建设，而这些方面应该说都是中国擅长的。Merci d'avoir suivi notre émission. À bientôt.